a trier. Pain is the thing I acquire. Mental desire. Can someone make it end? Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et j'ai décidé de faire un récapitulatif de mes projets créatifs en ce moment. Donc là on est fin juillet et je vais vous parler un petit peu couture, tricot et crochet. Donc c'est juste, c'est pas un podcast en soi parce que je vais pas développer les projets vraiment que je vais vous présenter. Mais je vais juste vous dire un peu où j'en suis, depuis combien de temps certains projets sont là. Et puis éventuellement vous demander conseil sur certains patrons et certains projets parce que je pense que, enfin voilà, par exemple en crochet, certaines d'entre vous ont bien plus d'expérience que moi et voilà. Donc je vais vous faire part un petit peu de tout ça. Avant toute chose, je ne l'avais pas encore dit ici, mais j'ai créé un compte sur Sotou. Qui est un site créé par Pretty Mercerie qui permet de revendre des coupons de tissu mais aussi de la mercerie et donc de la laine. Je vous remettrai le lien de mon compte, enfin de mon profil en barre d'infos. Je vous avoue que pendant le début de mes vacances, ce qui m'a pris le plus de temps c'est de faire un tri. Enfin, j'aime bien faire régulièrement du tri, que ce soit dans ma garde-robe, dans mes livres ou dans ce que je possède, donc en termes de laine et de tissu. Et pour le tissu et la laine, j'avais encore jamais fait de tri. Ça fait maintenant 3-4 ans, je commence à perdre le fil. Je crois que la couture, ça va faire 4 ans. En juillet, là, ça fait 4 ans que j'ai appris à coudre. Mon Dieu, que le temps passe vite. Donc j'ai profité de faire ce tri parce qu'il y a des tissus qui dormaient dans mon stock. Ce sont principalement des tissus dont la composition ne correspond plus à mes attentes ou à mes besoins. N'hésitez pas à aller voir, et je pense que de toute façon l'argent que je mettrai de côté servira soit au voyage qu'on souhaite faire avec mon homme. On aimerait bien partir à New York, on n'a jamais fait encore un vrai voyage, je sais pas si c'est le bon terme, mais on n'est jamais parti loin à l'étranger ensemble et voilà, on avait réfléchi à un projet aux États-Unis et en fait, comme vous vous en doutez, avoir une maison et une maison en bordure parisienne, ça suppose d'avoir une maison complètement rénovée. Et donc ça prend du temps, ça demande de l'énergie et de l'argent. Et donc, étant des gens raisonnables, on a mis l'argent plutôt dans la maison et voilà, on a fait plutôt des économies qui nous servent du coup à avancer notre projet maison, ce qui est super. Mais c'est vrai qu'on ne part jamais en vacances. Et ces dernières années, ça fait quand même du bien de pouvoir aussi sortir du quotidien. Et bon, là on a regardé finalement Bon, il s'est passé plein de choses qui ont expliqué entre temps qu'on avait décalé les choses. Et puis finalement là, quand on a regardé pour y aller à la Toussaint, parce que j'adorerais voir New York pendant la période d'Halloween, parce que j'adore Halloween, je sais pas pourquoi c'est une de mes fêtes préférées, mais je la fête pas vraiment, mais en fait j'adore l'ambiance. Et en fait c'était vraiment pas du tout raisonnable. Donc j'en profite aussi moi dès que je revends des vêtements que je ne porte plus ou des tissus, etc. Je pense que je vais mettre l'argent dans une cagnotte exprès à laquelle je ne touche pas. J'adore faire ça, créer des cagnottes auxquelles je ne touche pas et qui je fais semblant qu'elles n'existent pas. En tout cas, vous recherchez des tissus à moindre prix ou de la laine à moindre prix. Vous pouvez aller voir sur mon compte. J'ai mis tous les pompons et toute la laine en dessous du prix auquel je les ai achetés. Et puis si jamais vous passez par ici et qu'il y a quelque chose qui vous fait vraiment envie et que vous voulez négocier, alors j'allais dire dans la mesure du raisonnable, de toute façon le prix des choses c'est un peu le prix que les gens vont donner. À part certains articles où j'ai vraiment déjà baissé de manière exponentielle le prix, je suis plutôt ouverte à la négociation. En fait, je pars du principe que me débarrasser des choses il vaut mieux se débarrasser des choses dont on n'a plus besoin et faire en sorte que ça fasse plaisir à quelqu'un d'autre. Et je baisse volontairement les prix parce que je me dis aussi que c'est l'occasion pour certaines personnes qui n'ont pas forcément le budget de pouvoir s'acheter des choses à moindre coût. Parce qu'en fait, si c'est pour revendre d'occasion au même prix, autant acheter neuf. Donc voilà, donc vous trouverez un petit peu de tout en termes de laine. Il y a du mohair de la Féfil, il y a du mohair de Langyarn, il y a des écheveaux de la Bien-Aimée. Alors ça, pour ça, l'argent si je récupère un jour l'argent de ce pack d'écheveaux de la Bien-Aimée, c'est pour me racheter la Bien-Aimée dans
dans un autre coloris. C'était des écheveaux que j'avais achetés, mais au final, aujourd'hui, je me rends compte que la couleur que j'ai choisie, c'est pas une... Le projet en soi serait très beau, je voulais faire le Pink Fizz d'Andrea Mori avec, mais en fait, c'est pas du tout un coloris que je vais porter. Donc tricoter quelque chose que je ne vais pas porter, ça n'a aucun sens, surtout quand on voit le prix des écheveaux. Et enfin, c'est une laine de très belle qualité, donc en plus c'est versatile. Enfin, j'avais choisi la compo la plus versatile puisque le mohair c'est du mohair, mais la base fingering, il y a du nylon dedans, donc vous pouvez aussi bien faire des chaussettes, un châle, un pull. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Non, puis après j'ai mis des coupons de tissu. J'ai pas encore tout mis, mais en fait, c'est pas que je trouve pas que ça ne se vend pas, mais c'est vrai que bon, je suis pas... ça part pas non plus comme des petits pains, donc en fait je mis un premier batch avec des tissus de différentes qualités, et si je me rends compte que ça se vend pas, je pense que j'irai tout donner à Emmaüs, je pense. Parce que je vais pas garder des tissus à moins de faire des toiles avec, mais ça, pour certains tissus, je trouve ça dommage. Bon, ça c'était la première chose. La deuxième... C'était quoi la deuxième chose? La deuxième chose, je le fais jamais, mais je pense que c'est bien de le faire de temps en temps. Mais je voulais remercier toutes les personnes qui laissent des commentaires de manière régulière. C'est vrai que moi, tout est sujet à réflexion de manière générale, mais j'entends beaucoup en regardant beaucoup de podcasts, il y a forcément des choses qui émergent, et il y a beaucoup de gens qui sont hyper contents du nombre d'abonnés qui augmente, qui demandent à ce qu'on like, ce qu'on partage les vidéos. C'est vrai que moi je pense que ce que j'apprécie le plus, c'est vraiment les commentaires, parce qu'en fait je m'en fous un peu qu'on soit 5000 sur la chaîne. Pour tout vous dire, je pense que ça m'angoisserait en fait, et ça m'angoisserait, je pense, qu'on commence à me reconnaître dans les salons, dans la rue et tout. Je pense que je suis quelqu'un de profondément solitaire. Je suis très bien avec moi-même. C'est pas que je suis pas sociable, mais il y a peu de gens en fait avec qui je partage des choses. J'estime que toute relation demande du temps et de l'énergie, et j'ai pas forcément ce temps-là et cette énergie à consacrer en fait à ces relations. Et puis je suis quelqu'un en fait qui peut-être un peu moins aujourd'hui, enfin en tout cas dans cette période-ci, mais oui, discuter avec beaucoup de gens différents, je pense que ça me demande en fait trop d'énergie, de carburant émotionnel, et voilà, c'est pas, voilà, mon objectif c'est pas d'avoir 20 000 abonnés, je pense aussi que c'est dû à mes études, parce que je fais une petite parenthèse, mais j'ai étudié donc le latin et le grec pendant très très longtemps, et chez les Grecs il y a un peu cette idée que il y a toute une réflexion sur le pouvoir politique et les positions de pouvoir, et il y a un peu cette réflexion sur le fait qu'avoir comment dire, une certaine visibilité, aujourd'hui on parlerait oui d'influence, voilà, avoir beaucoup d'abonnés, etc. Il y a toujours le revers de la médaille, c'est-à-dire qu'on va finir par vous reconnaître, on peut aussi attirer des gens qu'on n'a pas forcément envie d'attirer, surtout que sur internet il y a un peu tout le monde, quoi, donc et c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, et donc moi je recherche pas du tout la reconnaissance éternelle de tout le monde, je recherche pas la visibilité. J'aime bien partager mes loisirs créatifs, et j'aime bien surtout interagir avec les gens, parce que avoir vos retours et des petits conseils, en fait c'est ce pourquoi j'ai commencé à faire des vidéos créatives. Quand je faisais des podcasts livresques, c'était vraiment plus pour pouvoir sortir en fait toutes les réflexions que j'avais dans ma tête, parce que j'avais pas grand monde avec qui partager de manière détaillée mes critiques littéraires, et ça me prenait un peu la tête, mais bon, c'est vrai qu'en essayant de réfléchir honnêtement à la chose, parce qu'il y a toujours ce qu'on dit et ce qu'on fait de manière inconsciente, je pense que j'ai plutôt tendance à oui, à laisser un peu tomber ma chaîne YouTube qu'à la mettre en avant et à rechercher la visibilité, les likes et tout. J'y ai repensé parce que par exemple sur Instagram, ouais non, l'énergie que ça me demanderait de créer pas de créer un compte, mais de mettre en avant le compte, de publier, etc. avec tout le
le stress, l'angoisse et le côté, l'aspect négatif de la chose, parce qu'on se dit si ma vidéo est moins regardée, s'il y a moins de visibilité, alors que ça dépend même pas de vous parfois, les sentiments négatifs que ça apporte ne compenseront à mon sens jamais le côté positif. Voilà, je sais pas où je voulais en venir avec cette réflexion, mais quand même je tiens à remercier du coup bon, évidemment toutes les personnes qui mettent des petits pouces, parce que je sais que, enfin moi je fais partie des spectateurs aussi, hein, pouce en l'air, ça veut dire que quand j'ai pas le temps de commenter, je mets toujours un pouce, parce que je me dis qu'au moins c'est une trace du passage, et bah, ça montre qu'on est quand même en interaction, même si on n'a pas le temps de, ou pas l'envie, ou voilà, on veut pas prendre le temps de laisser un commentaire. Mais ça laisse une trace du passage, donc évidemment je remercie tous les gens qui laissent des petits pouces en l'air, et surtout les personnes qui prennent le temps de laisser un message, de rebondir un peu sur mes questionnements, qui m'apportent aussi leur perspective, parce que en fait je me rends compte que c'est vraiment ça, moi, c'est ça mon fuel en fait, c'est en réfléchissant un peu à ce que les différentes personnes vont me proposer, ça relance un peu la machine, et je me dis ah ouais c'est intéressant, non mais en fait je suis pas d'accord. Mais bon, tout ça, ça se passe dans ma tête, hein, mais c'était, enfin voilà, ça c'était la petite réflexion, la petite réflexion. Donc c'est aussi la raison pour laquelle je passe pas tellement de temps à parler de ma chaîne et à la mettre en avant. Enfin voilà, bon, une fois encore, hein, c'est peut-être passager, peut-être que peut-être que dans quelques temps je changerai de discours. Après, je pense aussi que c'est que ma position s'explique par le fait que YouTube et faire des vidéos n'est absolument pas mon métier, je gagne zéro en faisant ça, ma chaîne n'est pas monétisée, et je sais même pas si je le ferai un jour, j'ai aucun partenariat, et pour tout vous dire, j'ai dû être contactée alors par des marques toujours un peu cheloues, étrangères, donc soit États-Unis ou une marque de loisirs créatifs, bref, qui me proposait de faire la broderie. Mais pour tout vous dire, j'ai même été contactée par... Enfin, la seule marque un peu connue par laquelle j'ai été contactée, c'était Who We Are. Et en fait, je vous avoue, enfin, par politesse, j'avais répondu au mail, mais c'était un peu le principe, enfin, vous connaissez, parce qu'il y a beaucoup de youtubeuses qui ont fait ça. En fait, on vous envoie des bijoux et on vous demande juste de faire un retour en vidéo, et enfin de présenter ça en vidéo, même pas de faire un retour. Mais en fait, pourquoi je vais présenter des bijoux que je ne connais pas, dont je ne connais même pas la traçabilité, la production, enfin, et puis faire un retour sans les avoir réellement testés sur le long terme, et puis si j'aime pas, enfin, du coup, en fait, enfin, c'est même pas, j'ai répondu, et à la fin, j'étais là, bah, ouais, non, non. En fait, je sais même pas si c'est un produit que j'achèterais comme ça sans... Ouais, bon, bref, tout ça pour vous dire que... Bah, tout ça pour vous dire ça. Donc, merci à toutes les personnes qui laissent des commentaires et qui laissent des pouces en l'air. Alors, on va peut-être commencer, parce que je rappelle que le but, c'est quand même de parler de loisirs créatifs et non pas de choses annexes. Alors, je vais faire du coup un chapitrage comme d'habitude, crochet, couture, tricot, je sais pas encore dans quel sens, mais vous pourrez du coup naviguer. Par contre, je vais pas faire des sous-chapitres parce que sinon ça va complexifier la chose, mais vous trouverez un peu, enfin faites défiler, et puis voilà, zappez s'il y a des choses qui vous intéressent pas. Je vais commencer, je sais pas par quoi commencer. Je pense que je vais commencer par le crochet, parce que j'ai pas beaucoup de projets et beaucoup de questionnements. Alors déjà, je vous avais dit, alors je ne sais plus quand, que j'étais en train de faire un top en crochet, non c'était dans ma vidéo mes débuts en crochet, je vous avais montré le top fleur de fil d'art, et donc je l'ai fini, je l'ai lavé, je l'ai bloqué. Je suis pas sûre que le choix du fil soit optimal, parce que c'est de la laine que j'avais en stock et que je voulais utiliser. En fait j'avais 3 petites bobines là de laine Holzgarn, qui est un mélange coton-laine, et que j'ai tricoté du coup en double, parce que le fil tout seul me paraissait très fin et était plus fin que ce qui était recommandé. Bon, au final, je sais pas comment j'ai réussi, j'ai tricoté avec un crochet plus petit que ce qui était demandé, ce qui voulait dire quand même que du coup je crochetais trop lâche. Bon, je sais pas trop. Alors c'est un patron, il y a très peu de taille, je sais pas trop pourquoi. Donc en termes d'inclusivité c'est 0, parce que dans mes souvenirs je crois qu'il y a... Enfin eux ils proposent 4 tailles, mais vous savez c'est genre on met le 36 et le 38 ensemble, et le 40 et le 42 ensemble. Bon, j'ai jamais été très fan de ce genre de classement de taille,
qui peut parfois s'expliquer, mais c'est pas... voilà. Alors, je ne sais pas si c'est parce que le crochet n'est pas encore... Enfin, redevient à la mode, mais en termes de vêtements, je ne suis pas sûre que beaucoup de personnes achètent des patrons de crochet pour se crocheter des vêtements. Et donc je ne sais pas si c'est dû à ça en fait. En gros, est-ce que pour la marque c'est pas encore rentable de proposer plus de taille étant donné qu'il y a peu de gens qui les achètent. Toujours est-il que là c'était en gros des granny squares que vous rassemblez ensemble et puis ensuite il y a des bretelles. Et donc voilà ce que ça donne. Alors moi j'ai rajouté des choses et c'est là où je me dis que le crochet c'est quand même plus simple ou intuitif que le tricot et en même temps je dis ça. Je sais pas si c'est dû aussi au fait que j'ai appris à tricoter avant de crocheter. Mais visiblement, il y a beaucoup de gens qui trouvent que quand on sait tricoter, c'est plus simple d'apprendre à crocheter. Et c'est vrai que j'ai l'impression qu'en termes d'apprentissage, c'est genre, j'ai claqué des doigts et... Alors, je dis pas que je sais faire 1 milliard de projets et tout, parce que soyons modestes. Ça, c'est mon premier... Enfin non, c'est mon deuxième. C'est mon premier vêtement, mais mon deuxième projet. Et ensuite, je vais vous en présenter un troisième. Mais vous voyez, j'ai bidouillé sur le côté parce qu'en fait, en mettant les carrés ensemble, je me suis rendu compte que ça allait être trop petit. Et donc, comme c'est des carrés et qu'il suffit de mesurer son tour de buste, j'ai rajouté en fait sur le côté des brides pour avoir juste plus de matière sur les côtés. Et puis ensuite, j'ai suivi le patron ici pour ajouter les brides. La dernière chose qui me reste à faire, c'est qu'en fait, il va falloir que genre le truc soit noué là. Et donc il va falloir que je... Alors, normalement, le projet doit ressembler à ceci. Vous imaginez qu'ici, normalement, il y a des boutonnières et des boutons. Donc pour l'instant, je n'ai pas encore fait cette partie-là parce que j'ai pas de boutons. Sur le patron, il y en a 4. Il y en a 4, donc il faut que j'achète 4 boutons. Donc il faut que j'aille sur Paris et je vais aller chez Dame Bouton, qui est... je ne sais pas si on dit une boutonnerie, mais en gros le dernier magasin de boutons parisien un peu à l'ancienne, où il y a tout ce que vous voulez en termes de boutons. Donc je ne vais désormais quasiment plus que là-bas parce que j'aime bien l'idée de soutenir le dernier magasin de boutons de Paris, parce que si demain il disparaît, je vais être très triste et contrariée. Puis ensuite, une fois que j'aurai fait ça, je vais le poser sur moi, mettre un soutien-gorge et pouvoir placer les bretelles à l'endroit le plus optimal. Donc je ne vais pas forcément suivre ce qui est marqué sur le patron parce que les bretelles, ça dépend un petit peu de votre carrure, de votre largeur d'épaule, enfin bon bref, pour savoir l'emplacement idéal. C'est là aussi où je me rendrai compte si elles sont un peu trop longues ou pas, et en fonction j'adapterai. Enfin je les ferai juste insérer à l'intérieur un petit peu plus bas, et puis tant pis s'il y a un bout qui dépasse. Alors en termes de difficulté, j'ai trouvé ça assez simple à faire. Même les petites coquilles là, ça se fait hyper bien. Pour vous dire, moi j'avais pas le nombre de mailles recommandées, mais en fait comme c'est des multiples, bon il y a un endroit où j'ai bidouillé, donc on voit que c'est pas exactement parfait, mais franchement j'ai trouvé ça plus simple que ce à quoi je m'attendais. Les granny squares, une fois que vous prenez la main, ça se fait bien. Les brides, c'est facile à faire, puis bon, du coup comme il y en avait dans les granny squares, c'est sans problématique. Les bretelles, moi je les ai agrandies, donc en fait vous faites une chaînette et vous faites des allers-retours, donc en fait la bretelle vous l'avancez dans ce sens là. Donc moi j'ai rajouté des points, j'ai rajouté des bandes de mailles serrées et de brides parce que du coup sinon elle était vraiment trop fine et moi je préfère avoir des bretelles un peu plus larges. Et vous allez voir que du coup je retrouve le même problème que sur l'autre projet que je vais vous présenter. C'est que quand vous commencez ce type de bretelle, en fait vous faites une chaînette en maille serrée, enfin une chaînette. Et moi du coup ça a tendance à être hyper rigide par rapport au reste du projet et donc c'est pas hyper... ça manque d'élasticité. Donc en bloquant j'ai un peu forcé la chose, mais c'est une laine qui a tendance à se casser facilement. Donc là c'est à peu près, ça se voit pas trop, mais si vous voulez cette bordure là, elle est bien plus souple que la bordure de montage là où j'ai fait une chaînette. Et je ne sais pas comment faire. Alors en fait je m'étais déjà rendu compte du problème sur ce modèle. J'ai réussi à atténuer un peu la chose, mais vous voyez qu'il y a... Je sais pas si c'est vraiment visible, mais bon, c'est pas optimal. Et en fait, sur le projet que je vais vous montrer après, j'ai vraiment en fait un problème de chaînette. Donc je vous expliquerai un peu les solutions que j'ai trouvées, mais qui en fait sont pas des solutions hyper optimales. Donc ça, c'est le premier projet qui n'est pas fini, donc il faut que je trouve des boutons.
Et autant j'ai trouvé que le patron était relativement bien expliqué, le diagramme est clair, il y a plusieurs couleurs pour montrer chaque rang, notamment quand vous faites les granny squares, parce qu'en fait c'est un... souvent le crochet est expliqué en diagramme. Là, les premiers rangs, vous avez tout le diagramme pour le granny squares, mais les premiers rangs du granny square sont expliqués aussi en explication écrite, donc ça j'ai trouvé ça bien. Ça vous permet de prendre vos marques et de savoir en fait comment lire le diagramme. Je sais pas finalement si je serai contente du rendu et si je vais le porter, mais au moins j'aurais appris plein de trucs. La seule chose qui est pas très bien expliquée, c'est les boutonnières. En gros, on vous dit faites des boutonnières. Donc moi, j'ai cru comprendre que faire des boutonnières, ça implique en fait de réfléchir un peu à l'emplacement des boutons et de faire en fait des mailles... Je peux faire peut-être des mailles serrées ou des mailles coulées si je veux pas que ça soit... Je pense que je vais faire un rang de mailles serrées. Et à l'endroit où je veux une boutonnière, en fait, vous faites une espèce de petite chaînette dans le vide et ensuite vous sautez des mailles et quand vous repiquez dans les mailles suivantes, vous recommencez à faire vos mailles serrées. Et donc en fait, les mailles sautées correspondent à l'espace de la petite chaînette que vous avez faite. Mais je sais pas trop de combien d'espace il faut que je laisse, enfin combien de mailles il faut que je saute et de combien de mailles doit être ma chaînette. Si vous ne faites pas de crochet, je pense qu'à ce stade-là, vous êtes perdu. Je vous dis, je sais pas si je vais aimer le porter, mais soyons honnêtes, aujourd'hui, on est fin juillet et on a un temps absolument déplorable. Alors, ça m'embête pas trop qu'il y ait de la pluie parce que je préfère presque qu'il fasse ce temps-là plutôt qu'une canicule où de toute façon on peut rien faire, on peut pas sortir, on peut pas être dans la maison. Puis moi, bon, je vous l'avais déjà dit, mais comme ma maison n'est toujours pas isolée, en hiver il fait très froid et en été il fait très chaud, donc ça m'imite très rapidement dans mes activités parce que je peux pas aller dehors pour lire, je peux pas aller dehors pour crocheter, je peux pas aller dehors pour tricoter, mais je peux pas non plus être à l'étage pour faire de la couture et donc je me retrouve à errer dans mon rez-de-chaussée sans savoir quoi faire. Je m'éparpille. Je vais enchaîner du coup sur mon deuxième projet pour vous reparler de ce problème de chaînette. Donc j'avais trouvé sur Mamie Factory un patron de crochet. Donc c'est un petit gilet crocheté mais qui fait en fait petit pull ajouré d'été très sympa. Alors pareil, en termes d'inclusivité, il n'y a que 3 tailles, en sachant que le S... Alors je ne sais plus si le tour de taille, ça indique les mesures du vêtement fini ou les mesures... Enfin c'est pas très bien expliqué, si vous... Enfin pas très bien expliqué, c'est pas ça que je veux dire. C'est que il n'y a pas un truc clair de tableau détail avec si vous faites tel tour de buste et tel tour de taille, voici la taille qui vous convient, et ensuite un deuxième encadré avec les mesures du vêtement fini pour qu'éventuellement on sache de combien est censé être l'aisance. Il n'y a aucune de ces informations là. De toute façon je pense qu'une fois que j'aurai terminé un peu le top, je renverrai un mail à la marque pour leur dire un peu les points positifs et les points négatifs, parce que je me dis que si ça me plaît, je me dis que plus on fait des retours, aussi bien sur l'inclusivité que sur les explications ou que sur le manque d'informations ou justement ce qui va, bah, ça permet aussi à la marque d'avancer parce qu'en fait là il n'y a qu'un patron de crochet et je me dis si personne l'achète, si personne ne fait de retour dessus, en fait il n'y en aura jamais d'autres et moi j'aimerais bien qu'il y ait d'autres patrons de crochet. Une fois encore je sais pas si ça a une réelle utilité mais bon dans le doute. Donc en termes d'inclusivité c'est pas ouf, en termes d'explication bah, je suis vraiment qu'au début donc je peux pas vraiment vous en dire plus, mais si vous voulez c'est un gilet que vous allez commencer par le bas et vous allez vraiment faire une chaînette qui va impliquer votre tour de taille, enfin ou à peu près l'endroit où il y a vos côtes, parce qu'en fait je sais pas trop où est censé arriver le bas du top. Je pense que c'est censé arriver au creux de la taille, de ce que j'ai pu à peu près comprendre. Et donc voilà ce que ça donne. Donc après, enfin, ce sera fermé et puis ça, ce sera le bas et puis il y aura une petite boutonnière, je suppose, je sais plus ce qu'il y a sur le patron. Et en fait, ben, je pense que vous devez vous rendre compte que ça fait un peu genre une forme en haut là. Enfin, si ça c'est le bas et ça c'est le, enfin si ça c'est le haut et ça c'est le bas, vous voyez bien que ça crée un arrondi, que c'est un peu une forme concave. Et ça, en fait, c'est dû au fait que ici je crochette normalement, mais qu'ici il y a une chaînette qui rigidifie le tout et ma chaînette est plus petite. Donc, pour vous réexpliquer un petit peu, au début j'avais fait ça en crochet 4. Donc j'ai fait ma chaînette en crochet 4, j'ai commencé à monter et là je me disais, en le passant autour de moi, je me dis mais en fait je vais pas rentrer dedans. Je vais pas rentrer dedans. Je mesure et effectivement c'était bien plus petit que normalement la longueur recommandée, qui était je sais plus de 95 cm, enfin, en tout cas qui normalement était censé me laisser de l'aisance et tout. Là je me dis ça sert à rien de continuer, je vais pas rentrer dedans donc ça sert à rien de s'acharner.
je commence à regarder sur YouTube, enfin je tape un peu sur internet et sur YouTube, chaînette trop serrée, que faire? Donc je tape ça en français, je tape ça en anglais parce que parfois on a plus de résultats en anglais. Et je trouve une astuce. Alors il y avait un montage où il faut faire un tour avec le fil, mais je me suis dit mon dieu, le rendu est pas, je trouve pas ça hyper beau. J'étais pas non plus hyper emballée. Et je vois une deuxième technique, et enfin, ça j'y avais pensé toute seule parce que c'est pas très compliqué. Je me suis dit bah, je vais peut-être monter les mailles de la chaînette avec un crochet d'une ou deux tailles supérieures. Donc je démonte, ce qui m'avait déjà pris une après-midi. Je démonte, je remonte la chaînette et je remonte un premier rang. Donc déjà ça m'a pris 1h30. Parce qu'en fait, quand j'ai fait la chaînette en crochet 5, je me dis bon bah c'est bon. Et en fait après, il faut piquer dans chacune des mailles de la chaînette. Et je sais plus si on commence par un rang de bride. Et en fait, au bout d'un moment, bah, ça se resserrait et je galérais. Et en fait, c'est un peu moins serré, mais c'est toujours serré. Ça m'a pas empêché de continuer à crocheter ça parce que c'est vachement addictif, hein. Et puis là, en fait, en rentrant, donc j'ai un peu laissé reposer le projet. Ça va quand même pas, ça veut dire que là, c'est super. En fait, c'est extensible, ça reste du coton. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Donc j'ai fait ça en coton de drops. Pareil, de la laine, enfin c'était un fil que ma maman avait depuis une éternité, que j'avais récupéré tout au début. Moi, j'ai commencé à tricoter du coton avant de tricoter de la laine. Et donc là, en réfléchissant, je me dis, bah non, bah c'est dommage, parce que je vais avoir le même problème. Ça veut dire que je vais être hyper serrée au niveau du torse. Et quand on voit le temps que ça prend, ça sert à rien de s'acharner. Donc, je vais tenter un truc, mais dites-moi si vous pensez que c'est une erreur. Je me suis dit, je suis quand même pas la seule à avoir ce problème. Et le crochet, ça date pas d'aujourd'hui, donc je me suis dit que j'allais monter, parce qu'il y a 171 mailles à monter pour la taille M, je me suis dit que j'allais monter ça sur des aiguilles tricot en 4. Je sais pas si du coup en plus les crochets et les aiguilles c'est équivalent, mais je pars du principe que oui. Et en fait je fais un German Twisted Cast On, qui est mon montage en tricot habituel. Et qui fait en fait un montage, je sais pas si vous allez le voir, mais qui fait un truc hyper élastique, hyper extensible. Quand j'en aurai 171, je vais au fur et à mesure, dans chacune des boucles formées, piquer et monter mes brides. De toute façon, au stade où j'en suis, je ne risque rien. Donc, je n'ai pas démonté ça encore. J'ai pris une autre pelote. Voilà, c'est ça le terme que je cherchais tout à l'heure, pelote. Et je vais voir ce que ça donne. En sachant que si jamais la bordure avec la maille, où il y a beaucoup d'espace, ne me convient pas totalement, je me dis que c'est pas trop grave parce qu'une fois qu'on a fait le top, normalement on est censé revenir au bas et faire une bordure en, je sais plus si c'est un point coquille ou un peu comme ça là. Donc de toute façon, cette bordure, elle disparaîtra. Au pire, ça fera une couture à l'intérieur, mais on la verra pas. Alors ça, c'est dans ma tête. Je sais pas si la réalisation sera identique à ce qu'il y a dans ma tête. Mais je vous avoue que j'ai pas mal réfléchi. Cette idée, cette illumination un matin au sauter du lit, je pense que mon cerveau avait réfléchi à la problématique toute la nuit. Et je me suis dit, bon ben tiens, pourquoi ne pas mêler les deux, genre mêler du tricot et du crochet et tirer parti des montages au tricot. En fait, la seule contrainte, c'est d'avoir le matériel tricot, mais comme moi je suis une tricoteuse, bah j'ai le matériel. Ouais, si vous avez d'autres astuces, je suis preneuse. Et j'en profite pour repréciser que moi, quand je fais le montage, parce que souvent je vois encore des tricoteuses qui parlent de montage de mailles et qu'elles n'ont pas assez de fil, qu'elles sont obligées de recommencer. Alors c'est une technique qui pourtant aujourd'hui me paraît d'une évidence absolue, mais c'est vrai que moi je me rappelle que quand j'ai trouvé la technique, je me suis dit ah mais oui c'est tellement évident, mais en fait personne n'en parle. C'est que quand vous voulez monter des mailles mais que vous n'êtes pas sûr d'avoir assez de fil, en fait vous prenez le fil de l'extérieur de votre bobine, le fil de l'intérieur, vous faites un double nœud et donc après vous avez le fil à l'intérieur, enfin je sais plus lequel est là, le fil à l'intérieur, le fil à l'extérieur, vous montez vos mailles et ensuite il y a un des deux fils que vous coupez et vous le rentrez soit à l'intérieur, soit, enfin tout dépend si vous tricotez avec le fil de l'intérieur ou de l'extérieur. Je crois qu'il y a un truc qui est recommandé mais je sais plus lequel. La seule chose que j'ai remarqué c'est que quand vous tirez le fil de l'intérieur c'est plus pratique jusqu'au moment où votre pelote s'affaisse complètement ou votre cake s'affaisse complètement et ça fait des nœuds. J'ai plus souvent des nœuds de cette manière là, même si je trouve ça plus pratique. Donc finalement je me retrouve à tricoter avec souvent le fil de l'extérieur. J'ai pas grand chose de plus à vous dire, donc suite au prochain épisode. J'espère que j'aurai posté cette vidéo avant d'avoir vraiment
Bah non, je pense que j'aurais déjà essayé ma bidouille avant, et puis n'hésitez pas si vous avez des conseils ou des astuces, même pour les prochaines fois, ou même pour les gens qui regardent cette vidéo et qui aimeraient aussi éviter toutes ces problématiques, n'hésitez pas. La dernière chose que je rajouterais, c'est que en termes de rendu, ce que je trouve dommage, c'est que le motif se fait sur un certain nombre de rangs, qui fait que les petites coquilles là, ici, là, que vous retrouvez ici, ici, et ici, elle se trouve tantôt sur l'endroit, tantôt sur l'envers. Donc en fait, vous n'avez... là, il faudrait vraiment avoir le nez dessus. Je pense que vous n'allez rien voir. En plus, mon truc, la moitié du temps, focus pas. J'ai remarqué ça dans une dernière vidéo où en fait, je rapproche des trucs et ça focus au moment où j'enlève. Oui, donc tantôt vous l'avez sur l'endroit, tantôt vous l'avez sur l'envers. Et c'est vrai que je trouve ça un peu dommage. Bon, après, de loin, franchement... il faudrait vraiment que quelqu'un s'y connaisse et regarde de manière précise la finition, enfin le rendu de la texture, en sachant que de loin, une fois que vous avez votre vêtement fini, je pense pas que c'est quelque chose auquel on prêterait attention. D'ailleurs, sur le modèle, sur les photos, j'avais pas remarqué en fait avant de lire le patron que du coup le motif rendait pas la même chose des deux côtés. Normalement, en termes d'échantillon, avec le fil de Drops, donc c'est la safran, ça donne le bon... Enfin, ça me donne le bon échantillon, en sachant que je tricote avec un crochet de 4, qui est donc les fameux crochets tulipes que j'ai achetés directement chez Lily Comme Tout. Quand j'ai vu que les prix augmentaient, ils étaient encore à 8 € chez elle, et donc j'ai acheté un batch de... Enfin, j'ai acheté, pas un kit, mais je me suis acheté les différentes tailles dont je pensais avoir besoin dans les différents projets que j'avais repérés en crochet. Donc ça, c'est en crochet. Autant vous dire que j'ai beaucoup démonté, remonté, démonté, remonté, et que c'est pas terminé. Mais en même temps, c'est comme ça qu'on apprend, et ça sert à rien de laisser un projet que je ne pourrais pas porter de toute façon. Je reviens en vidéo parce que je ne pouvais pas ne pas revenir en vidéo pour vous raconter cette petite anecdote. Donc nous sommes dans le futur, et donc je vous annonce que j'ai fait effectivement le montage des 171 mailles en German Twisted Caston, et puis qu'ensuite, devant plusieurs épisodes, j'ai crocheté mes brides dans chacune des mailles, et c'était un peu... ça se fait, hein, mais c'est pas... C'est comment dire, c'est pas le plus fluide que j'ai jamais fait, mais ça se fait. Forte de cette expérience, j'enchaîne. Je fais les rangs suivants, qui consistent à faire les coquilles, puis ensuite le rang suivant, qui consiste à faire des chaînettes pour relier, sur lesquelles on va faire des brides et tout. Puis je sais pas, il y a un truc qui me chiffonnait, je me disais c'est bizarre, le fil me paraît plus difficile à crocheter, enfin un peu moins, il se dédouble beaucoup, j'ai plus d'irrégularité. Donc je revérifie avec la première version du top que je n'avais pas démonté. Là je me dis, oh, mais c'est pas le même bain, c'est pas la même couleur. Je suis un peu catastrophée, je me dis que bah ça c'est pas un truc que je vais pouvoir ignorer. Enfin voilà, c'était vraiment très très différent. J'avais l'impression d'avoir un espèce de blanc gris, et l'autre un blanc un peu, vous savez, couleur coquillage, un peu nacré. Donc je vais voir dans mon stock, je regarde les bains, je me dis bah c'est bizarre, c'est le même bain, donc il n'y aurait qu'une pelote qui n'est pas le même bain. Ah là là. Et puis là d'un seul coup je comprends. Ah non non non, j'ai pas crocheté le bon fil. Donc en fait je vous ai dit n'importe quoi. La première fois où j'ai crocheté le top Léa, c'était dans un fil Katona de Répius, qui est bien 125 mètres pardon, pour 50 grammes. Et là, en refaisant la deuxième version, je me suis trompée, je sais pas pourquoi, j'étais partie sur la muscade de Drops. Bon bah je me dis c'est pas grave, je vais le faire en Drops, mais je vais vérifier le métrage. Bon bah c'est 100 mètres pour 50 grammes, donc c'est quand même pas exactement... puis c'est pas le rendu, je préfère le rendu avec la Répius, enfin la Katona de Répius. Je me dis... bon bah c'est pas grave, hein. C'est la 3e fois que je le recommence, on peut bien faire une 4e fois, voilà. C'est pas grave au point où j'en suis. Je vais revoir dans mon stock. Et je n'ai que 4 pelotes de Répius. Donc je n'ai pas assez, parce que normalement il m'en faudrait 6. Voilà, je pense qu'au début je m'étais lancée dedans en me disant oh je vais déjà voir le rendu, et si ça me plaît, bon bah j'ajusterai après pour les pelotes et le coloris.
Donc voilà, j'espère que je ne suis pas seule dans ce genre de mésaventure. Je sais pas à quel moment déjà de une, je me suis pas rendu compte que c'était pas le même fil, et de deux, à quel moment, en fait je voulais tellement faire avec de la récup et des fils que j'avais, et puis comme je suis un peu débutante en crochet, je voulais surtout déjà vérifier que le fil, que mon échantillon était bon, et puis après entre-temps j'ai dû oublier en fait que j'avais pas assez de métrage. Donc résultat, j'ai regardé dans mon stock, j'ai rien pour crocheter ce top Léa. J'ai un peu le seum parce que j'ai pas envie de racheter du fil et en même temps je me dis que bah sinon c'est pour maintenant c'est retour en été 2024 quoi. Et j'ai quand même un peu aussi enfin je me dis que si j'avais passé tout le temps sur lequel j'ai passé enfin tout le temps que j'ai passé à crocheter cet après-midi, si je l'avais passé sur la manche de mon cardigan, je l'aurais probablement presque fini. Donc, je ne sais pas quelle leçon je dois tirer de cette mésaventure, mais bon. Ça arrive, c'est les loisirs créatifs. Donc, je sais pas, peut-être que je passerai chez Lil Weasel regarder un peu les cotons, parce que je m'étais dit, sinon, je vais enfin en profiter pour regarder le coton de chez Hobby. Mais il faut commander en ligne. Ça se trouve, le coloris entre ce que je vois sur l'ordi et la réalité, ça va peut-être pas me plaire. Donc, ce que je vais faire, maintenant que je sais à peu près ce que je dois faire pour faire le crop top Léa, je vais partir sur mon taki cardigan. Je vais terminer la manche. Et ensuite, je verrai quelle date il est, enfin à quel moment on est, et j'aviserai. Mais je voulais partager ça avec vous parce que je m'en suis rendu compte il y a un quart d'heure. Il est quand même genre 18h30. Pour vous dire, j'ai eu le temps de re-regarder les 4 premiers épisodes. Enfin, j'ai pas fini le 4e épisode, mais j'ai regardé 3 épisodes de The Summer I Turned Pretty. Parce qu'il y a la saison 2 qui est sortie et que je voulais la regarder. Donc je re-regarde la saison 1 d'un œil en faisant autre chose. Comme ça, en plus, j'ai l'impression vraiment de plus avancer sur mes projets. Forcément, quand on passe 3 heures, 3 épisodes hein, à faire des choses, ça avance. Bon, bah là, je vais pouvoir tout... J'ai même pas démonté, j'ai tout remis tel quel dans mon stock et voilà. Mais en tout cas, normalement, le montage, le German Twisted Cast On, et après vous crochetez vos brides dedans, c'est pas, je sais pas si c'est le plus beau des montages, mais en tout cas, c'est hyper élastique et ça marche. Donc voilà, si un jour, au lieu de faire des chaînettes, vous voulez prendre le temps, enfin, que vous faites des chaînettes trop serrées et que vous voulez prendre le temps, faites un German Twisted Cast On. Moi, j'avais regardé un tuto de Andrea Mori. Et puis ensuite, vous crochetez dans chacune des boucles que vous avez sur votre aiguille. Moi, je m'aidais de mon ongle pour pousser un peu la maille, mais ça se fait. Voilà. J'espère juste que vous n'aurez pas à tout démonter comme moi pour la 4e fois. Ensuite, si on passe, ben, on va peut-être passer au tricot. Alors le tricot, en été, souvent, je continue à tricoter, mais j'en profite pour tricoter des trucs que j'ai laissés un peu à l'abandon. Alors, il y a un pull, je pense que je vais totalement le laisser tomber. Il me reste juste une manche à faire, mais en fait, je me rends compte que les finitions que j'ai fait au col, les finitions de poignée de manche, c'est plus du tout le type de côte que je fais. En plus, c'est au coton, donc ça marque. Et je pense que je le démonterai pour utiliser le fil pour autre chose. C'est pas grave, mais je pense que ça se terminera comme ça, parce que c'est un pull qui date du confinement. Et j'adore la couleur, mais c'est pas... Voilà. Il faut savoir de temps en temps lâcher l'affaire. Alors en tricot, j'ai plusieurs projets en stand-by. Le dernier que je vous avais montré que j'étais en train de tricoter, c'était mon châle d'Andrea Mori. Chaque fois j'oublie, Birds of a Feather, je sais plus si c'est exactement ça, qui est donc un très beau châle avec des alternances de mohair et de fingering. Et il y a tantôt du point mousse et tantôt de la petite dentelle qui ne se voit pas beaucoup parce que mon châle n'est pas bloqué, que j'ai fait dans une laine de chez Trélise. Pour rappel, donc ça c'était une base avec du nylon parce que je voulais potentiellement avec le reste, dans un souci de ne pas gâcher de la belle laine de Centurie Indépendante, je me suis dit que je pourrais compléter des chaussettes. Et pour le mohair, j'avais acheté pile de quoi tricoter en double. Parce que je trouvais que le rendu, enfin en regardant les projets sur Ravelry, beaucoup de tricoteuses avaient choisi de doubler le mohair, contrairement à ce qui est indiqué dans le patron. Et c'est vrai que je trouve ça beaucoup plus esthétique et plus agréable à tricoter. Mais donc du coup, ça augmente le prix du projet. Puisque du coup, j'ai été obligée d'acheter un écheveau de mohair supplémentaire. Mais bon, comme j'achète rarement de la laine, je pense que ça, je l'ai acheté en février.
Et depuis, j'ai pas réacheté. Ah si, j'ai racheté des chevaux, mais c'est pour la chaussette, donc ça compte pas. Mais j'ai pas racheté de la chaîne, de la laine pour faire des projets vêtements. Donc c'est aussi pour ça que je peux me permettre de mettre ce prix-là. Puis bon, je l'ai un peu laissé tomber parce qu'en fait, quand je me suis rendu compte qu'il serait jamais terminé pour le printemps et qu'ensuite on est passé directement à l'été, bon, ça avait un peu moins de sens. Surtout que finalement, au printemps, j'ai beaucoup mis mon châle Pythagore que vraiment, finalement, j'adore. Enfin, je le porte tellement que c'est un projet, enfin, c'est vraiment un projet, une association de couleurs qui va avec tout. Là, je vous avoue que depuis que je suis bronzée, ça fait un peu mieux. J'étais un peu perplexe au début sur les couleurs. Alors, pas sur les couleurs, parce que je trouve que le travail de teinture est extraordinaire. Mais il y a un espèce de... On a l'impression que finalement, le fond est assez beige. Et c'est pas un beige rosé, c'est pas forcément la couleur qui va le plus avec mon teint. Mais je... Ouais, très très contente. J'avais un petit a priori, enfin pas un a priori négatif, mais j'étais un peu déçue par la laine à chaussettes. Mais là en fait en regardant mon châle, ça me saute pas aux yeux. C'est juste qu'à tricoter, c'est pas la laine la plus rebondie, la plus agréable que j'ai eu à tricoter. Mais là vous voyez avec du temps, en regardant mon châle, je le trouve très beau. Et c'est vraiment des jeux de couleurs magnifiques. Et ben justement, je vous parlerai après d'un autre projet où j'aimerais avoir des couleurs un peu pétantes, mais tout en nuances. Donc ça, c'est mon châle auquel je n'ai pas touché depuis, je sais pas, mois de mars, avril. Et je l'ai tricoté en 3,5. Je crois que ce qui était recommandé, c'était du 4. Quelque chose comme ça. Entre-temps, du coup, comme je vous le disais, j'en profite souvent pour reprendre un peu des projets à l'abandon. Surtout que j'avais terminé tout. Enfin, tout. Est-ce que j'avais des projets vêtements? Bah, j'ai des trucs à reprendre, des trucs que j'ai démontés l'année dernière qu'il faut que je reprenne, mais en fait je ferai ça à la rentrée. Donc là j'étais un peu perdue, je me disais est-ce que je fais des projets tricot, est-ce que je fais des tops en tricot? Et en fait le temps passe et je me dis d'ici là est-ce que je finisse mon top, voilà on sera déjà en septembre donc je sais pas si c'est une grande utilité, enfin vous voyez toujours un peu les mêmes réflexions. Chaque année je me refais les mêmes réflexions mais je n'en tire pas les leçons hein. Mais toujours est-il que du coup j'ai consacré plus de temps à la couture pour réaliser des vêtements que au tricot et comme je savais qu'en plus je faisais des vêtements en crochet et que ça allait me demander du temps, ben, j'ai préféré privilégier ça. En parallèle, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris un projet que je reprends à chaque été, enfin que j'avais commencé à un autre moment mais que j'ai tricoté un peu l'année dernière et que là j'ai repris du coup au mois de juillet. Souvent quand je sais pas quoi faire, c'est ça, je me relance dans un projet en me disant allez je le termine et puis si je le porte tant mieux, si je le porte pas, bah tant pis. Par contre le projet que je vais vous montrer, je pense, ne terminera pas comme le Manuela Sweater que j'ai terminé cet hiver et qu'à mon avis je suis pas sûre du tout de porter. Alors l'année dernière, je sais plus si c'était en avril en fait, je sais plus quand est-ce que j'ai commencé et comme je note pas bien les choses sur Ravelry, je peux pas trop vous dire mais il faudrait que je retrouve la date de la commande, mais j'avais repéré un gilet que venait de sortir depuis peu Sarine Orlund, qui avait sorti donc le Taki cardigan. Alors je le prononce certainement très mal parce que Sarine Orlund vient des pays nordiques mais je ne sais jamais lequel. Et donc c'était un cardigan où je sais pas trop l'ambiance que je voulais en termes de laine, mais j'avais deux inspirations. La première c'était, parce que ça se tricote dans un fil assez épais, mais pareil je ne sais plus exactement si c'est censé être de la... C'est plus que de la DK je crois, mais je sais plus du tout ce que c'était. Et je voulais soit me faire un gilet, donc plutôt un gilet que pour l'intérieur avec une laine pétante, ça veut dire avec des speckles de couleurs, quitte à ce que ce soit fluo, ou un truc un peu genre dans des coloris que je porte jamais, un truc bubblegum avec des speckles jaune fluo. J'avais un peu cette idée là. Et en même temps, en allant chez mes parents, ma mère était en train de tricoter une laine drops qui est en fait une laine alpaga avec du nylon et de la laine et qui est un peu bouclée. Et je me suis dit, oh mais ça va être génial pour ce gilet là. Et donc j'avais acheté ces pelotes là. Mais quel enfer! Mais quel enfer à tricoter! Donc ma mère m'avait prêté des IA Sharp qui permettent de bien piquer dans la maille parce que en fait j'ai eu du mal à apprivoiser la laine. En plus le gilet se tricote sur des aiguilles 6. Alors c'est bien parce que du coup ça avance vite, mais en même temps la manipulation, plus le fait d'essayer de trouver, de pouvoir passer à travers la maille correctement. En fait si vous voulez, comme donc je la tricote en double, mais quand vous la tricotez en double, il y a toujours des petites moumoutes
et vous voyez les petits roux-doudous, ça coince toujours en fait à un moment. Donc ça c'est un peu dommage. Donc c'est ce qui explique que j'ai mis du temps à le tricoter. Et j'ai eu un moment où je me posais des questions parce que finalement comme c'est un fil très... un peu comme de la laine bouclée, bah forcément on voit moins les détails. Donc normalement il y a un jeu de mailles sur l'épaule qui descend sur la manche. Le devant c'est censé être des côtes. Le poignet de manche aussi. Mais sauf qu'en fait dans la laine bouclée vous voyez pas vraiment le jersey endroit. Du point mousse, enfin donc tout ça est un peu perdu. Donc c'est vrai que je me suis dit, est-ce que vraiment c'était une bonne idée? Puis en l'essayant, à chaque fois je me disais, ah, ça correspond plutôt à... Ouais, c'est plutôt un truc que j'aime. Alors je pense pas que je vais le porter à l'extérieur, mais j'aime bien le rendu. Et donc là, je me suis attelée à la bande de côte, au rabat, au montage de la première manche, à tricoter la première manche, à faire les côtes. Et donc, il ne me reste plus... bon là, vous n'allez pas voir grand-chose. Mais il ne me reste plus qu'à faire la deuxième manche que j'ai montée hier. En fait, hier, j'ai terminé la première manche et j'ai monté la deuxième en me disant, là c'est bon, il me reste 63 rangs pour les manches, les diminutions, 15 rangs de côte et c'est terminé. Et ensuite, je peux le porter à la maison et il tient vachement chaud. Enfin, il tient chaud, mais pas trop chaud. Donc genre, je pense que ça va être hyper agréable pour garder la chaleur. Et donc, bon là, vous voyez, ça ressemble pas à grand chose, mais vous voyez, quand je vous dis que on voit pas trop le dessin des côtes, alors j'essaierai de vous mettre une vidéo aussi pour que vous voyez, mais... alors là, il y a un petit... c'est fait exprès, en fait, ça rend bien quand votre manche, elle est... Quand vous êtes de plein pied. Mais donc voilà, donc là, il me reste ma deuxième manche à faire. Et je pense que ce sera mon gilet doudou à la maison. Parce que je vous rappelle que l'année dernière, j'avais pour projet de tricoter un gros gilet et un plaid parce que je savais que notre maison n'allait pas être isolée, qu'on avait quasiment pas de chauffage, qu'on avait juste un poêle pour chauffer la maison. Et effectivement, on s'est tapé un hiver quand même pas très sympa. Alors c'était pas le pire qu'on ait connu, mais voilà, je m'étais dit autant se préparer au pire. Et clairement, il n'y avait rien de fini. C'est un gilet qui est assez court, mais que je trouve très sympa. Alors, je vais pas dire que j'ai apprécié le processus créatif parce que tricoter cette laine-là, franchement, ça a été plutôt un calvaire. Donc régulièrement, je me disais, allez, hop, là, je fais 5 rangs. Allez, là, je tricote un peu. Donc là, pendant les vacances, je me suis vraiment mis à fond. Le meilleur moyen, c'est de se mettre des podcasts, une série, et puis d'avancer en mode non-stop. Parfois, ça m'arrive, je tricote toute la journée. Comme ça, j'ai vraiment l'impression d'avancer. Et comme c'est des grosses aiguilles, bah, c'est quand même plus... Enfin voilà, ça permet vraiment d'un seul coup de se dire ok, le projet est presque terminé et donc ça me donne la motivation pour le finir. Là vous voyez, il me reste que la deuxième manche et ben ça me motive parce que je sais que d'ici la fin de l'été il sera terminé. Et je ne me consacre qu'à lui, comme ça je sais que j'ai pas le choix. Tant que j'ai pas fini, je ne fais rien d'autre. Enfin, je peux pas reprendre mes autres projets dont je vous parlerai pour la rentrée. Je pense que j'aurai suffisamment de laine. Il me reste ça, plus deux autres pelotes. Donc je pense que j'aurai la quantité nécessaire. Et donc ce gilet-là, j'aimerais bien le refaire dans une plus grosse laine. J'ai repéré un coloris chez Malabrigo qui s'appelle Rosalinda. Ou alors peut-être regarder chez Trélise et me faire vraiment un truc un peu qui sort de l'ordinaire que je porterai jamais à l'extérieur mais qui serait très bien pour la maison. Et la seule chose qui me freine un petit peu, c'est que comme j'ai pas pris beaucoup de plaisir, alors là c'était dû à la laine, je suis un peu hésitante. Alors autant pour le corps, bon, j'aime pas trop faire des mailles en verre, mais avec des aiguilles 6 ça se fait vite et puis je pense que je reverrai plus les détails, vous voyez, les côtes, la ligne d'épaule, enfin vraiment... Je trouve que j'ai tricoté assez vite par rapport à l'inconvénient que j'ai eu. Enfin, tricoter cette laine, je trouvais que c'était un inconvénient, mais en fait, comme j'avançais vite dessus, ça m'a quand même... ça a limité la casse. Par contre, tricoter les manches, moi je déteste tricoter les manches en Magic Loop, sauf que il n'y a pas de mini circulaire en taille 6. Enfin, en tout cas, moi j'en ai pas trouvé pour tricoter des manches. Et je sais pas si une circonférence de 40 cm, plus avec les aiguilles, je sais pas si c'est bon pour tricoter des manches parce que parfois vous savez quand vous avez un câble légèrement trop grand ça tire vos mailles mais comme vous pouvez pas non plus faire de Magic Loop bah en fait c'est pas pratique pour tricoter des manches. Donc bah, je fais une fois encore appel à vous. Si jamais vous savez, enfin vous avez un peu une idée, ça veut dire est-ce que vous connaissez des aiguilles, est-ce qu'un câble de 40 cm au lieu de 30 c'est bon quand même, est-ce que vous connaissez des aiguilles circulaires en taille 6
Mais en cap 30, j'ai regardé, il me semble que j'ai vu un truc en aiguille en bois, mais je tricote plus avec des aiguilles en bois. Donc franchement, là je vous avoue, c'est le truc qui me freine quoi. Les manches, j'ai toujours l'impression de mettre 1000 ans à les tricoter alors qu'il y a moins de surface. Enfin, chaque fois je me dis c'est des petits rangs, donc normalement ça devrait aller vite. Mais j'ai l'impression que je mets autant de temps à tricoter les manches qu'à tricoter le corps. Donc voilà pour ce gilet qui bientôt libérera donc un Kaba Atelier Brunette. Ah oui voilà, donc 80% alpaga, 15% de laine, 5% de polyamide, alpaga bouclé mix. Mon coloris, il y a coloris. Le coloris c'est le 5110. Je ne sais pas si je vous recommande cette laine. Je pense que j'attendrai de voir aussi comment elle vieillit. Mais c'est pas ma meilleure expérience de tricot. Et maintenant je me rends compte que pour moi tricoter des laines qui me font plaisir pendant le processus c'est tout aussi important que le résultat final. Peut-être qu'une fois que j'aurai fini de le tricoter, que j'aurai beaucoup porté, mon avis va changer et que je serai plus à vous dire eh ben, ça en valait la peine. Mais là c'est vrai que... Et d'ailleurs si vous avez déjà tricoté de la mérino bouclée, est-ce que c'est aussi galère à tricoter ou pas? Parce que j'ai pas de retour dessus, je sais pas trop. Pain is the thing I acquire, mental desire. Can someone make it end? Fanning the fire, watching the flames burn higher. I'm not a liar, but they don't understand. La dernière chose que j'ai montée, c'est que après avoir terminé ma paire de chaussettes, vous savez dans cette laine autorayante de Crépius, où j'étais un peu déçue parce que j'ai découvert que ça venait de Chine et en plus j'ai fait des boulettes dessus, donc bon bref. Je me suis dit que c'était l'occasion, j'avais un petit trou. J'ai monté des chaussettes pour mon homme parce qu'en fait je lui avais acheté il y a quelques années un écheveau de chez Biscotte que j'avais acheté chez Cheval Blanc et c'était le coloris Vive la France. Et donc j'ai commencé à monter des chaussettes avec un mini contrastant de chez The Woolly Skein que j'avais eu dans la box, dans le calendrier de l'Avent de cette année. Et donc j'ai commencé à monter des chaussettes. Alors moi je les tricote toujours avec l'endroit à l'intérieur parce que je trouve ça plus fluide. Mais du coup si je vous les mets, voilà ce que ça donne. Alors je m'attendais pas au sein des rayures à avoir autant de variations. Je sais pas si vous voyez, c'est comme si les rayures avaient découlé un peu, il y a des zones plus foncées, plus claires, que j'ai pas le sentiment de retrouver dans d'autres marques. Par exemple le bruit des aiguilles. Alors peut-être que je zoome pas assez, mais j'ai pas l'impression qu'il y a autant de démarques. Enfin de démarcation. J'ai fait des côtes de 2 avec un German Twisted Caston pour le montage. J'ai un peu calculé, en fait, j'ai piqué une chaussette à mon mec. Je l'ai prévenu qu'il allait en retrouver qu'une sur les deux. Tu t'inquiètes pas. Et je vais un peu me baser sur la longueur, puis faire un talon, puis faire la tige, le pied, les pointes. Le seul truc qui m'embête, c'est que je n'avais pas pensé à une chose, c'est que Vive la France, c'est bleu, blanc, rouge. Et en fait, bleu, blanc, rouge, c'est que quand lui, il verra ses chaussettes. Quand il va regarder ses chaussettes, ça fera bien bleu, blanc, rouge. Par contre, si on le regarde lui, ça fait pas du tout les couleurs, ça fait blanc, bleu, rouge. J'avais pas pensé que l'ordre des rayures... vous voyez qu'il fallait que je pense à l'ordre des rayures. Donc là, c'était une chance sur deux, c'est un peu bien mon écheveau. Tant pis, j'y ai pas pensé. Je vais pas démonter. Je pense que mon mec s'en fiche. Lui, quand il verra ses chaussettes, en regardant ses pieds, il verra bien que c'est bleu, blanc, rouge. Parce que du coup, lui, il les verra dans ce sens-là. Et puis, bon, bah, de loin, on a un peu une idée des couleurs, mais voilà. J'ai monté autant de mailles que pour moi, donc j'ai monté 64 mailles, parce que mon mec a des petites chevilles. Par contre, c'est après où son pied s'élargit, donc il faudra que je rajoute des mailles. Il faudra que j'en rajoute 4, donc 2. Je pense que je ferai des augmentations, je sais pas à quel endroit. Avant le talon ou après, je me rends pas compte. Je pense que c'est après que son pied s'élargit, mais Bon, écoutez, on va
on va bidouiller et puis on verra bien. Donc là je suis pas vraiment de patron, je ne refais pas la technique de je tricote qu'un tube et ensuite je fais un talon après coup, parce qu'en fait je me suis rendu compte que ça me plaisait pas trop en termes de fini, que du coup je peux pas monter mes 2 côtes, je peux pas faire 2 montages de côtes. Ouais, je sais pas. Puis en même temps, comme je sais pas encore trop comment calibrer la laine pour avoir le même nombre de rayures, le même nombre de longueurs, je pense que je vais faire comme ça et puis je verrai bien ce que ça donne. Je reprécise juste une chose parce que ça m'a un petit peu surpris, c'est que la laine de The Woolly Skein dans les mini écheveaux, il y a des endroits où c'est comme si elle était pas totalement teintée en fait. Il y a des moments où on voit des traces de blanc. Donc je sais pas trop à quoi c'est dû. J'avais pas remarqué ça sur mon Hour Sweater que je tricote en pick and pie, parce que comme je tricote une fingering plus plus du mohair, forcément, alors la couleur, il y a une espèce de relief, c'est un peu, c'est pas vraiment chiné, mais il y a une espèce d'utilisation de la couleur très intéressante que je retrouve ici. Mais ici, comme du coup je le tricote seule, c'est vrai que sur le coup ça m'a un petit peu interpellée. Il y a des endroits, vous voyez, où il n'y a pas de, c'est comme si ça avait pas du tout pris la teinture. Donc je ne sais pas trop, est-ce que c'est sa technique habituelle qui crée du coup des variations de couleurs, ou est-ce qu'il y a eu un petit couac dans mon mini. Je vous avoue que j'ai pas regardé les autres mini, donc je m'en... Bon, voilà, c'était la réflexion du moment, mais en tout cas, les laines de The Woolly Skein, je vous les conseille à 1000%. Déjà parce que moi j'adore ces coloris, et les bases qu'elle a, je sais pas où elle se fournit, mais c'est vraiment des bases de qualité. Sa fingering là, elle est rebondie, elle est doudue. Alors après on aime ou on n'aime pas, mais moi j'adore sa laine. Et puis Angélique, c'est vraiment une personne adorable, toujours réactive. Chaque fois que je lui posais des questions, elle est hyper patiente, même si au final on n'achète pas forcément pour le projet. Enfin, elle est quand même à l'écoute, elle répond aux questions. Enfin, c'est hyper agréable. La dernière partie dont je vais vous parler, c'est la partie couture. Donc normalement, je pense que vous aurez vu ma vidéo sur le short mascat. Là en couture, le short mascat, il m'a demandé bien 3 jours complets, hein. Je cousais le matin, genre pendant une période de 3 heures, l'après-midi aussi. Donc autant vous dire que sur ce short mascat, il y a au moins plus de 10 heures de travail, voire... je pense que j'avais calculé par tranche, mais je suis au moins à 16 heures de travail dessus. Donc ça m'a pas mal pris la tête, surtout qu'il y avait plusieurs étapes techniques, la fausse poche paysanne, les poches italiennes, la braguette, la ceinture. Donc ouais, c'est un short qui m'a demandé beaucoup d'énergie mentale, de concentration. Donc là j'ai mis un petit peu pause, mais j'ai quand même des projets, mais une fois encore, je suis un peu entre deux eaux. Je vais vous présenter un peu les idées que j'ai, mais je suis pas trop sûre de la direction que je vais prendre. La première chose, c'est que je vais vous montrer un tissu, mais que je ne vais pas coudre tout de suite. En fait, là pour le mois d'août, j'étais prête à me dire, ok, j'ai repéré tel patron, je vais, y en a que j'ai, il y en a qu'il faut que j'achète, et je vais les envoyer en impression pour faire un tir groupé. Et puis, en réfléchissant, je me suis dit, c'est pas raisonnable. Il y en a, il va falloir que je rachète du tissu pour, alors qu'en fait j'ai du tissu à coudre. Et j'ai déjà commandé des patrons papier 2 fois et j'ai pas tout cousu. J'ai le pantalon Ebony de Fibromood qui m'attend, j'ai le pantalon à cajou de Direndo. Donc je me suis dit, avant de me racheter un pantalon de jean, autant coudre ce que j'ai, et voilà, on reverra au fur et à mesure. Donc j'ai acheté récemment en promo à 2 € la combinaison Heidi de Vicky Sauce. J'ai profité des promos parce que, alors j'ai pris qu'une taille, mais comme ils ne vendent qu'une taille par une taille, je vous avoue que racheter à chaque fois un patron au prix fort, en sachant qu'il faut régulièrement des promotions, et puis qu'il va peut-être falloir que je gratte, que je rachète la taille au-dessus, ou peut-être en dessous, enfin, là je vous avoue, je me suis allègrement servi des promotions. Donc j'ai acheté, je crois, la taille 40 pour la combinaison Heidi, et il faut que je fasse une toile, et ensuite je pense que je la coudrai dans ce tissu que j'avais acheté il y a très très longtemps chez Pretty Mercerie, qui est un denain chino, enfin, c'est comme ça qu'il était nommé, avec, je sais pas si vous allez voir, un peu d'élastane, et que j'avais acheté pour me faire un pantalon, le jean dress. Et en fait, ça n'a jamais vu le jour parce que je ne porte pas de pantalon de cette couleur. Enfin, en tout cas, pas de jean.
peut-être un pantalon acajou ça passerait, mais en fait là en réfléchissant, j'ai vu plusieurs versions de la combinaison dans ce type de tissu, des gabardines, des choses comme ça. Et je me suis dit que ça par contre porter en combinaison en été, c'est une couleur je pense qui m'ira très bien. Et qui autant porter en bas ou en haut, je pense que il serait peut-être pas totalement optimisé, autant sur une pièce complète, ça passerait nickel, ouais, avec j'ai des sandales noires, enfin, donc je vous le présente, mais c'est pas un projet qui verra tout de suite le jour parce que soit il faut que j'ai le courage de l'imprimer avec mon imprimante à la maison, mais je sais pas combien de pages ça va me faire, donc je vous avoue que pour les grands projets c'est terminé, j'imprime plus en A4 avec mon imprimante, j'envoie ça en impression A0 et ce que je fais c'est que quand c'est des patrons où je suis pas sûre de moi, je demande 2 exemplaires. Comme ça il y a un premier exemplaire dans lequel je coupe pour faire ma toile et ensuite si ça marche tant mieux, mais si ça ne marche pas, bah, j'ai un deuxième patron dans lequel je retrace mes découpes et là cette fois-ci je décalque pour garder une trace du patron et pas avoir à le renvoyer en impression une troisième fois. Mais en fait je me suis rendu compte que le gain de temps surpassait la question de l'argent, parce que ça coûte plus d'argent hein, de demander 2 exemplaires qu'un seul. Mais au final, quand vous commandez en noir et blanc et que vous faites un truc compact, évidemment, si vous commandez beaucoup de patrons d'un coup, ça va vous revenir relativement plus cher, mais ouais, ça m'a pas... disons que ça vaut le coup. Donc voilà ce que je fais maintenant. Ce qui explique pourquoi je découpe moi dans mes patrons à 0, c'est que souvent, soit je suis sûre de moi globalement parce que c'est un patron que je peux réimprimer à la maison sans problème, du type un petit top et tout, et encore les tops souvent je les imprime moi-même. Mais quand c'est des pantalons et des robes, maintenant je fais ça parce que en fait faire une toile ça prend du temps, mais scotcher et découper et décalquer un A0 aussi, donc enfin scotcher quand vous faites un A4 et décalquer un A0, donc souvent c'est ce que je fais. Ça me permet tout de suite d'avoir une première appréhension du patron et ensuite de savoir quel choix je dois faire. Ça ce serait pour la combinaison Heidi que j'aime énormément parce que le dos est élastiqué. Et je trouve que du coup ça rend le vêtement beaucoup plus portable sur la durée et c'est un vrai plus et en plus je la trouve vraiment canon. Donc ça c'est pour la combinaison que je ne ferai peut-être pas. Ensuite, je le savais déjà mais c'est compliqué pour moi de me trouver des jeans et donc je n'arrête pas d'osciller entre je veux acheter un jean parce que c'est trop galère à faire, ça demande beaucoup de compétences et je n'avais pas trouvé de patron de pantalon idéal et je vais faire mes jeans moi-même parce que de toute façon dans le commerce, à chaque fois que j'essaye de m'en trouver un, je n'en trouve pas. Et donc ça me frustre et puis l'image que ça me renvoie dans le miroir, à chaque fois, c'est ouais, un peu déprimant. Je sais pas pourquoi, à croire qu'ils mettent des miroirs grossissants, ou alors c'est peut-être vraiment ma morpho, mais selon les miroirs, je trouve qu'on n'a pas du tout la même vision de son corps. Même quand je me filme, j'ai pas l'impression du tout d'avoir le même corps que quand je suis dans les miroirs dans les magasins. Et à chaque fois, j'ai l'impression qu'il y a un effet grossissant sur les miroirs. C'est peut-être que moi, mais ça m'a pas rappelé de bons souvenirs. Et donc bon voilà, là j'ai essayé de me trouver des jeans, j'en trouve pas. Mais d'ailleurs, je vais peut-être vous parler de la tenue que je porte. Là, j'ai remis un jean que j'ai fait main, que j'avais pas porté parce qu'il y a des détails qui me plaisaient pas, je trouvais que ça faisait non fini. Et hier, j'ai enfin eu le courage, après 1 an, de rajouter des rivets et de coudre les poches qui en fait dépassaient et faisaient des petits bourrelets. Et en fait, tout de suite, me dit ah bah ce jean, bah maintenant je le porterai bien. Alors en sachant que moi, à chaque fois, ce qui me pose problème quand je me couds des pantalons moi-même, notamment des jeans, outre la question de la morphologie où il faut ajuster les patrons et tout, c'est surtout le rendu du jean qui est pas vieilli. Et en fait, le temps qu'un pantalon vieillisse, il faut sacrément le porter. Et donc je trouve qu'il y a toujours un côté un peu étrange au début quand on coud un jean parce que c'est pas le rendu fini qu'on pourrait trouver en magasin. Pourquoi ? Bah parce qu'en magasin, les tissus parfois sont déjà délavés, frottés, enfin bon bref, blanchis et compagnie. Là aujourd'hui du coup je porte un jean Baya de Cut & Sew que je ne vous ai jamais présenté parce qu'en fait autant la version short j'en étais hyper contente, autant la version pantalon, il y a un problème de fourche et en fait la fourche elle est bien trop basse. Quand j'ai regardé sur Instagram, il y a une autre Instagrammeuse qui l'a pas mal cousu et qui pareil a fait les mêmes modifications que moi. Et en fait quand moi j'ai testé le patron, j'ai testé le short et j'avais pas testé la version pantalon, donc j'avais pas fait de retour à la créatrice sur ce point. Et en fait comme elle publie plus tellement de patrons, je sais pas s'il y a un grand intérêt à la recontacter pour lui signaler ça. Mais donc c'est l'un des rares tests couture que j'ai fait.
Et finalement j'ai réussi à bien récupérer le pantalon et là je le porte aujourd'hui, donc du coup avec aussi un haut cousu main. Donc c'est le débardeur Veronica de Vicky Sauce en taille 38, mais je trouve qu'il taille un petit peu petit. Alors aujourd'hui j'ai pas de soutien-gorge, du coup il me sert moins parce que ça apporte moins de volume. Mais il faudrait que je baisse un peu l'emmanchure d'1 ou 2 centimètres. Et je pense quand même que la taille 40 me va un petit peu mieux parce que du coup j'ai tendance à trouver que Vicky Sauce taille petit. En tout cas à chaque fois les débardeurs, malgré le tableau des tailles, normalement je suis censée faire du 38 et à chaque fois le 40 me convient davantage. Donc du coup en réfléchissant à tout ça, et bah, j'ai ressorti, alors je vous présente ce jean là mais j'en ai un autre en haut. Sinon bon, bah, j'irai voir au marché Saint-Pierre parce que je me dis que faire une toile, je pense que je ferai une toile dans une toile à beurre, mais qu'ensuite je referai mon jean définitif dans un tissu de jean. Mais parfois on aimerait bien refaire une deuxième version dans le même tissu pour pouvoir faire les ajustements parfaits, parce qu'en fait selon le tissu que vous choisissez, mais vous n'allez pas faire les mêmes, ça n'aura pas le même rendu, et donc il y a des ajustements que vous feriez avec tel tissu que vous ne feriez pas avec d'autres. Donc parfois je me dis qu'il vaut mieux acheter 3 mètres de tissu, se foirer sur la première version et recommencer la deuxième. Alors évidemment ça demande ça demande un investissement supplémentaire au début, mais en fait de toute façon si pour racheter un métrage après, je sais pas, je suis en réflexion, hein, j'ai pas d'avis définitif, mais là c'est vrai que je me posais un peu la question. Et donc je pense que dans un jean comme ça, alors celui-là il me paraît un peu fin, mais j'ai pour projet de faire peut-être le jean Ebony de Fibre Mood qui est un peu passé à la trappe et que moi j'ai découvert par l'intermédiaire de Diminou, qui fait vraiment des projets toujours hyper beaux dans des tissus magnifiques, et qui du coup avait cousu le jean Ebony qui a un pantalon un peu môme avec une braguette boutonnée. Et ce que j'ai apprécié, c'est que il me semble que la braguette boutonnée, en fait vous faites les boutonnières avant, c'est-à-dire quand il n'y a pas de surépaisseur. Et faire des boutonnières sur du jean quand il y a des surépaisseurs, c'est quand même une galère infinie. Donc ça c'est un de mes projets avec peut-être le pantalon acajou. Parce que ouais, les pantalons c'est une vraie problématique pour ma morphologie. Je trouve jamais de pantalons dans lesquels je me sens bien, ou alors j'en ai très peu. Mais comme je les mets tout le temps, bah, ils s'usent très vite. Et enfin c'est une vraie... là c'est pour le coup c'est une vraie galère. Et j'en mets quand même beaucoup. Là cet été j'ai quand même mis un peu de robes parce que je m'en suis cousue et qu'elles me vont très bien. Enfin que je les apprécie énormément. Donc là j'ai trouvé un peu mes marques pour l'été. D'habitude en été c'est un peu la Bérésina parce que j'ai plus de shorts, j'ai plus rien à me mettre. Bon. Là, normalement, entre mes robes, mes tops et mon short mascate, c'est bon, je suis parée pour l'été. Mais en fait, vous voyez, c'est fou, hein. Moi, il me suffit d'un short et j'ai l'impression que ma garde-robe, elle est refaite. Et ce que je ferai sur ce jean, c'est que je vais faire une toile, ensuite je ferai dans le jean et j'apporterai en fait des finitions comme dans le commerce, ça veut dire un truc tout bête, mais mettre des rivets, ça donne tout de suite un côté un peu plus pro. Alors là, je pense que vous verrez la photo où je serai debout. Je vais peut-être... Parce que là, je pense que vous les voyez pas. Je m'en rends pas compte. J'ai posé des petits rivets, mais c'est des rivets un peu cheap. Enfin, c'est pas les rivets que vous trouvez dans le commerce. Donc ça fait fini sans être fini. Mais bon, ils vont avec les boutons de jean un peu premier prix que j'avais trouvé. Je sais plus si c'est Prime ou... Et en fait, tout de suite, ça fait... je trouve que ça fait mieux. Alors, mes surpiqûres, elles sont pas encore optimales. Ça fait un peu moins bien fini. C'est un jean qui est un peu d'élastane. Mais finalement, là je suis très contente des changements que j'ai faits, il me va bien et c'est cool d'avoir un pantalon qui globalement, dans lequel on se sent bien, qui nous serre pas, qui est pas trop large mais qui est pas trop petit non plus. J'ai aussi pour projet de faire donc une chemise liseron dans ce tissu crêpe de chez Meet Milk coloris Frog que je vous avais déjà présenté puisque je vous disais que je voulais peut-être faire une blouse blondie. Avec le recul, je pense que le tissu est un peu trop... rigide pour une blouse blondie. Pour la blouse blondie de Un chat sur un fil, il faut quand même un tissu assez fluide. Je pense que je resterai sur ma première idée qui était d'acheter le voile de tencel. Encore le temps de toute façon pour réfléchir, c'est absolument pas urgent. Par contre, je pense que je me ferai ma petite chemise liseron verte dedans. C'est un projet basique que j'ai l'habitude de faire. Mais ça, je me le réserve plutôt peut-être pour mi-août, fin août. Enfin, en tout cas, si à un moment j'ai comment dire, une panne couture, je sais qu'une chemise liseron, c'est toujours un bon patron à faire. Et la dernière chose dont je voulais vous parler, là c'est des choses que je vous ai présentées un peu pêle-mêle, mais je pense que je vais profiter des vacances et de la période qui me reste pour tester des patrons de robes, parce que ma belle-sœur se marie en juillet l'année prochaine, donc j'ai le temps.
mais en même temps je me connais, je m'y prends toujours à l'arrache et au final j'ai jamais les robes qu'il faut pour les événements. Et donc là je me suis dit que j'allais réfléchir à des patrons de robes qui pourraient convenir pour l'événement. Donc normalement il me faudrait une robe longue. C'est un peu le dress code de son mariage. Après on a le choix des coloris et des formes, etc. Mais il faut juste une robe longue. Et j'avais acheté au CSF le patron de la robe Carthage de Belen Paris. Alors c'est trop drôle parce que donc la marque Belen Paris, je vous en parle souvent. Au CSF j'avais aussi acheté la veste Patara. Que j'aime beaucoup mais que j'ai pas encore cousu, et c'était avant d'avoir une opinion sur les livrets, d'avoir un esprit, un avis critique. Enfin c'était pas juste basé sur de l'émotion de ah j'adore Myriam et j'adore sa marque et c'est trop beau et j'adore ses modèles. Donc j'adore ses modèles. Là j'ai quand même une vision un peu plus, j'ai cousu que 2 de ses vêtements, donc je sais pas si on peut dire que j'ai une vision précise de sa marque, mais j'ai un avis un peu plus constructif, je sais pas si on peut dire ça. Mais la robe Carthage c'était vraiment un modèle qui m'avait tapé dans l'œil dès le début, mais c'est une robe qui m'a toujours fait un peu peur, et là je vous avoue qu'il y a plusieurs choses qui me font peur. Alors pas tellement le livret d'explication parce que déjà je pense que j'ai plus l'habitude maintenant de sa manière d'expliquer et de comment fonctionnent ses livrets, et surtout c'est un modèle d'un type de vêtement que j'ai déjà cousu. Donc je pense que même s'il y a des moments où je me dis je ne vois pas trop ce qu'il faut faire, je saurais faire. Typiquement coudre des manches sur une emmanchure, je sais faire, j'ai pas besoin de lire les explications. Donc je pense que de ce point de vue là ça ira mieux. Surtout qu'il y a quand même des techniques qu'on retrouve dans ces différents patrons, donc je pense que si à un moment il y a des manches froncées avec un élastique, une coulisse, etc., je sais faire maintenant. Donc ça c'est quand même quelque chose auquel je n'aurais pas à réfléchir. Maintenant, la question qui va rester, c'est plutôt la question de ma morphologie, donc qui est totalement indépendante des patrons de Myriam. C'est est-ce que, même si je fais la bonne taille, etc., est-ce que ça va m'aller et quelles modifications je vais devoir faire en sachant que c'est un patron qui a beaucoup d'empiècements. Et chaque fois que j'ai fait des patrons près du corps, peu importe la marque, ça a toujours été une galère et ça ne me va jamais. Donc là, c'est vraiment plutôt ça, c'est totalement indépendant de la marque. C'est vraiment plus... ma longueur de buste, la répartition en fait des proportions de mon torse, comment je vais faire pour que la robe m'aille. Enfin déjà, est-ce que ça va m'aller, est-ce que je vais devoir faire beaucoup de modifications, est-ce qu'au final je vais pouvoir utiliser ce patron, Il y a des patrons, notamment un patron de McCall dont je vous avais parlé il y a longtemps. C'est un bustier et en fait j'ai pas les compétences nécessaires en modélisme pour faire les modifications, et du coup le patron me sert à rien. Donc, moi je pense que, c'est mon idée, mais je vais faire cette version-là, donc avec les petits mancherons décoratifs, la jupe longue fendue, et je vais rajouter les bretelles larges. Alors, sur le patron, vérifiez sur les différents sites, parce que comme elle a rajouté des versions au fur et à mesure, quand vous regardez sur le livret d'explication, il n'y a que 2 versions qui vous sont présentées, et en fait il y a beaucoup plus de possibilités dans le patron. Dans le patron, vous avez vraiment une version bretelle fine, une version bretelle large, vous avez une version manche 3/4, une version mancheron décoratif, une version mancheron décoratif, et vous pouvez rajouter les bretelles fines ou les bretelles larges, la jupe courte et la jupe longue. Donc tout n'était pas forcément représenté en photo et en dessin technique. Là, ça a été, quand je suis passée au CSF, ce dessin-là, il a été actualisé. La dernière chose que je rajouterais, c'est faites attention, moi j'étais pas concernée, mais si vous faites au-delà du 44, achetez le patron PDF, parce que sur le patron papier, alors je sais pas si ça a changé depuis, et je sais pas si, et je me rappelle plus, mais il me semblait avoir entendu dire que Myriam allait arrêter les patrons pochettes. Je vous dis peut-être une bêtise, mais en tout cas celui-là ne va que du 34 au 44. Alors que le patron PDF est beaucoup plus étendu en termes de gamme de taille. Donc vérifiez bien ça. De manière générale, là c'est les derniers patrons pochettes que j'ai achetés. Mais pour tout vous dire, je pense que si un jour il y a une promo quelle qu'elle soit, je rachèterai le patron PDF pour pouvoir le faire imprimer et faire les modifications, parce que c'est quand même beaucoup plus simple que de devoir tout décalquer, surtout quand il y a des modifs à faire. Bon là du coup je sais pas trop quoi faire. Est-ce que je commence par faire une taille 40 et je vais juste faire le bustier sans le doubler pour voir un peu déjà ce que ça donne. Mais je sais que c'est un projet qui va me prendre du temps, et en même temps je me dis autant le faire là maintenant que j'ai du temps disponible, de l'espace mental. Et c'est vrai que comme je viens de finir le short mascade qui était quand même une pièce assez technique, je
je pense que je vais attendre un petit peu avant de me relancer dans ce projet-là. Donc je sais pas si je fais ça tout de suite ou si j'alterne avec un projet plus simple. Je pense que je vais faire une toile dans de la toile à beurre pour me faire un peu une idée de la taille. Est-ce que je fais 40, 38? Est-ce que je dois grader? Est-ce que la hauteur de buste? Est-ce que le décolleté aussi est trop bas? Est-ce que ça me plaît? Genre est-ce que je trouve ça flatteur sur moi? Parce que si je trouve pas ça flatteur, c'est même pas la peine que je fasse la robe. Ensuite, si je galère, je laisserai reposer. Je ferai la chemise Lidron où là, il n'y a pas de surprise, je sais, enfin, le montage, je le connais et tout. Et ensuite, je reprendrai un peu la robe cartage en essayant des modifs. Et si ça marche pas, je lâche l'affaire et je fais autre chose. Et bien voilà, c'est tout pour... Enfin, c'est tout, mais c'est déjà pas mal pour tous les projets créatifs qui m'occupent l'esprit en ce moment, aussi bien en crochet, en couture et en tricot. N'hésitez pas à me dire, vous, dans vos différents loisirs créatifs, quels sont un peu les projets du moment, les projets en cours. Peut-être que certaines d'entre vous font de la broderie, du point de croix. Ça, c'est vrai que c'est pas encore un truc dans lequel je me suis lancée, mais ça, je sais que ça ne va pas tarder. Peut-être que certaines d'entre vous font du patch, ça c'est pareil pour l'instant, je me suis retenue de commencer parce qu'en plus, il faut toujours acheter du matériel et compagnie, mais du coup n'hésitez pas à partager ça avec moi. Si vous avez des retours à me faire aussi sur les différents patrons, sur la robe cartage ou des petites astuces, et voilà, je suis preneuse de tout. Et bah, sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée ou une excellente soirée selon le moment où vous regarderez la vidéo.